Bienvenue à tous, bienvenue à toutes. Merci de nous rejoindre sur Télé 50. Dans ce nouveau numéro de votre émission, nous allons passer en revue l'actualité en République démocratique du Congo avec un accent particulier sur la situation sécuritaire dans l'Est qui reste préoccupante, vous le savez. Eh bien, pour en parler, je reçois un invité sur ce plateau. Il s'agit de Jean-Paul Lumbu-Lumbu. Il est vice-président de l'Assemblée provinciale du Nord Kivu et notable de cette province, à qui j'ai dit bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci également pour cet honneur que m'offre Télé 50. C'est une première. Oui. Alors ça nous fait énormément plaisir, vous nous avez fait honneur. Alors je voudrais que, avant toute chose, que vous puissiez nous parler de votre parcours pour permettre au public qui nous suit de partout dans le monde, des millions de téléspectateurs, de vous connaître. Enfin, je suis l'honorable Jean-Paul Lumbu-Lumbu, comme vous avez dit. Je suis élu du territoire de Lubero, élu également vice-président de l'Assemblée provinciale du Nord Kivu. Je suis avocat au barreau près la cour d'appel de Kinshasa-Matete et le barreau du Nord Kivu également. Je suis le président national du Parti libéral pour le développement, PLD en sigle, qui est membre du regroupement politique À nous de bâtir le Congo, ANB. Je suis marié à une belle dame, Madame Nelly Mbangu Lumbu-Lumbu, et père de 4 enfants. Je suis catholique, je m'excuse. Et comme vous le savez, aux élections de 2018, déjà j'étais candidat gouverneur de la province du Nord Kivu, parce que j'ai une vision pour le Nord Kivu. Et je demeure candidat, d'abord député national dans le territoire de Lubero, candidat député provincial dans la ville de Goma, et je peux rassurer la population du Nord Kivu que je n'ai pas désarmé avec mes ambitions de gouverner le Nord Kivu. Et que représente votre parti politique, le PLD, sur l'échiquier politique congolais? Le PLD est un parti politique national, d'abord, il faut le dire, et c'est un parti qui a été créé vers les années 1990 à l'époque. Donc c'est un vieux parti? Oui, c'est un vieux parti qui a plus de 30 ans. Mais qui a survécu. Les hommes passent, les institutions restent. Le PLD, c'est une véritable institution, parce que je suis le 3e président national du parti. Avant vous, pouvez-vous nous rafraîchir la mémoire, avant vous, il y a eu quel président? Avant moi, il y a eu le feu honorable Désiré Lumbu-Lumbu, qui a cédé le fauteuil à l'honorable Oscar Singani Fwadiangana. Et moi, j'ai pris le fauteuil après Oscar Singani Fwadiangana à travers un congrès qui m'a élu comme président du parti depuis 2014. Et vous vous préparez déjà, parce que nous sommes en plein contexte... Oui, il faut le dire, le PLD se prépare sérieusement aux élections. Je vous dirais, par exemple, pour la province du Nord Kivu, nous avons un ancrage vraiment confirmé. Le PLD compte rafler le plus grand nombre possible de sièges, notamment au communal, aux élections provinciales, parce que comme je vous l'avais dit, le parti compte aligner un candidat gouverneur de province, mais également au national, parce que nous devons doter le chef de l'État, le président de la République, de la majorité à l'Assemblée nationale pour lui permettre de matérialiser sa vision. Il faut le dire ici, nous le félicitons pour beaucoup de choses. D'abord, nous avons cette histoire de la gratuité de la maternité. Je dois vous le dire déjà, j'ai fait une initiative parlementaire à l'Assemblée provinciale. Vous y croyez, vous? Oui, j'y crois. Parce que j'ai déposé une initiative parlementaire déjà en 2020 à l'Assemblée provinciale du Nord Kivu sur la question de la protection de la femme enceinte et du nouveau-né, qui prenait la gratuité de la maternité, la gratuité des soins de santé pour la mère allaitante, mais aussi j'ai introduit une innovation, c'est ce qu'on appelle le frais de reconstitution maternelle. En quelque sorte, vous êtes satisfait, puisqu'aujourd'hui on est dans la concrétisation. Tout à fait, c'est la concrétisation de cette idée que je trouve géniale, surtout pour les femmes enceintes dans les milieux ruraux, où nous avons beaucoup de problèmes de sécurité, des problèmes de route, et il y a beaucoup de femmes. Plusieurs femmes meurent en train de donner la vie. Tout simplement parce qu'il n'y a pas de route, il n'y a pas de centre de santé adéquat, il n'y a pas de maternité moderne qui puisse permettre de... Il n'y a pas d'ambulance dans les maternités. Et c'est pourquoi j'ai initié la proposition des 10% gratuité de la maternité. Et je suis le plus heureux parce qu'aujourd'hui, le chef de l'État a matérialisé cette idée. Et moi, c'est depuis lors que je l'appelle mon champion.
Est-ce que dans les conditions qui sont les nôtres et les problèmes auxquels nous faisons face dans ce pays, vous croyez vraiment que la mise en œuvre de la gratuité de la maternité sera une réalité? Parce qu'on sait que la gratuité de l'enseignement a été aussi à la base tout à fait. Des grognes, etc. Parce que je vous ai dit que j'ai été à la base d'une initiative parlementaire, que j'ai déposée à l'Assemblée provinciale et que j'ai défendue. Ça veut dire que j'y crois comme fer, que c'est possible. Il est vrai que dans un premier début, il va y avoir beaucoup de difficultés. Je sais qu'il faut recenser des hôpitaux, des centres de santé qui doivent bénéficier des allocations de l'État et qui peuvent provenir parfois des partenaires de l'État pour faciliter aux centres de santé, aux hôpitaux, de garantir la gratuité de la maternité aux femmes enceintes. Dans un premier temps, certes, il y aura un petit problème. C'est le cas avec la gratuité de l'enseignement. Oui. Au début, il y avait un problème. Mais au fur et à mesure, le chef de l'État, qui avait déjà une volonté très prononcée sur cette question, a fait à ce qu'avec l'appui du ministre de tutelle, on est en train d'avancer petit à petit. Aujourd'hui, la gratuité de l'éducation, l'enseignement primaire est devenu une réalité. Je ne vais pas dire que nous sommes, il y a une perfection, mais je crois qu'il fallait y croire, il fallait poser un premier pas. C'est autant que j'ai... Et ça se fait sentir aussi dans votre province, la gratuité de l'enseignement? Moi, je suis élu de Lubero. C'est un territoire. C'est à plus de 200 km de Goma. Oui. Lorsque vous entrez à Lubero, ce ne sont pas dans toutes les écoles, on va vous dire qu'on est satisfait. Mais dans la majorité d'écoles, on reconnaît quand même que la gratuité de l'enseignement primaire est une réalité. C'est autant que nous pensons que dans les jours qui viennent, la gratuité de la maternité le sera également. C'est pour ça que nous félicitons le chef de l'État, président de la République, d'avoir mis sur pied le Conseil national de couverture santé universelle, qui est un organe qui, je pense, devra être accompagné par un suivi méticuleux du ministre de la Santé pour qu'on se rassure que cette vision n'est pas un vain mot. Alors, honorable vice-président de l'Assemblée provinciale du Nord Kivu, Jean-Paul Lumbulumbu, je voudrais qu'on entre dans les vifs du sujet. La thématique qui apparaît dans les écrans s'intitule « Nord Kivu, quelle piste pour mettre fin au cycle infernal d'insécurité ?» Vous êtes un notable très respecté de la province du Nord Kivu. D'abord, comment analysez-vous la gestion de la crise sécuritaire par les autorités du pays? Vous l'avez dit, je suis vice-président de l'Assemblée provinciale. Je m'en voudrais de ne pas tout d'abord exprimer encore une fois au nom de l'Assemblée provinciale du Nord Kivu toute ma compassion, toutes mes condoléances à la famille du feu honorable Pierre Paipai Wassiagasigé, qui a été enterré hier, qui a été le président du bureau provisoire de l'Assemblée provinciale, et c'est lui qui nous a installés comme membre du bureau définitif de l'Assemblée provinciale. Nous disons encore donc toutes nos condoléances à toute sa famille, à tous ses amis et connaissances, et nous demandons que la tête de nos ancêtres le soit douce et légère. Alors, vous posez la question de savoir la question de la gestion de la crise depuis l'arrivée d'IAM 23. Oui. Vous savez, l'histoire d'IAM 23 ne date pas d'aujourd'hui. Vous allez vous rappeler déjà qu'en 2012-2013, la ville de Goma a été assiégée encore une fois par ces renégats, il faut le dire. Exact. C'est des renégats, il faut l'appeler comme ça, des terroristes, des criminels. Mais la gestion de la question sur le plan politique, sur le plan diplomatique, a été à la taille. Pourquoi? Parce qu'avec l'appui de l'armée, notre armée, le FARDC, qui a été appuyée par la population, il n'existait pas de la victoire d'une guerre sans l'appui de la population. En 2012-2013, j'étais moi-même à Goma. J'ai refusé de quitter la ville de Goma, bien qu'il était occupé par les M23. Je suis resté à Goma. Nous avons appuyé notre armée. L'appui était multiforme. Et vous avez l'impression que c'est le cas aujourd'hui? Est-ce que oui, cette population de Goma, du Nord Kivu, accompagne l'armée également? La population du Nord Kivu accompagne totalement l'armée. Je me rappelle même qu'il y a quelques mois, nous avons organisé une marche de soutien à l'armée congolaise parce que nous croyons en ses capacités. J'étais moi-même sur la ligne de front de la marche pour accompagner le marchand. Jusqu'aujourd'hui, notre population croit en l'efficacité de notre armée. Voilà pourquoi je dis, si en 2012-2013, grâce à l'appui de la population,
Notre armée a su défaire le M23 jusqu'au point où il y a une partie qui est partie à Kigali, l'autre est partie en Ouganda, avec feu Mamadou Ndala. Et c'est là, il faut le souligner, c'était avec l'appui de la MONUSCO également. À l'époque, c'était la première fois, à Goma, nous avons vu des drones qui ont été mis à la disposition de notre armée par la MONUSCO, des drones qui permettaient de recueillir les informations sur terrain et venir verser au centre de commandement des opérations. Ça a permis à notre armée d'en découdre. Donc vous pensez, selon vous, la manière dont les autorités gèrent cette situation depuis l'occupation de nos territoires par les M23, ça tient la route? Bon, je crois que la différence avec cette étape, c'est que contrairement en 2013, l'M23, on l'appelle l'M23, mais il faut le dire vrai, ce n'est pas l'M23. Ils ont fait long. C'est une armée étrangère occultée derrière le M23. Parce qu'on ne pouvait pas s'imaginer, les M23, on les a connus en 2012, on connaît comment ils étaient équipés. Mais lorsque vous voyez ces gens équipés, mais ce n'est pas une rébellion, c'est toute une armée d'un pays étranger. Le patron de l'ONU l'a même reconnu. Il l'a reconnu. Qu'ils sont super armés. Oui, qui n'a pris que la figure du M23 pour se cacher. Mais en réalité, c'est l'armée rwandaise qui agresse la République démocratique. Mais comment on agit justement face à cette résistance? C'est pourquoi, à mon avis, à côté de l'offensive, à côté des opérations militaires déjà que j'encourage, je pense que la donne diplomatique n'est pas à négliger. Et c'est là que je félicite les percées, les sorties diplomatiques des chefs de l'État. À gauche, à droite, il est à Nairobi, il est en Angola, il est, je ne sais pas, à Addis Abeba. Vous avez l'impression que ça a payé, ça a apporté des résultats escomptés? Ben écoutez, parce que grâce à ces percées-là, tous ces déplacements, oui. on a quand même su arrêter l'M23 là où il est aujourd'hui. Il est là, il occupe... Ça ne tire plus, hein? Oui, il occupe Rutshuru, il occupe Masisi, une partie de Nyiragongo, mais il n'y a plus cette avancée-là. Ils sont là. Ils tirent, ils le tuent quand ils peuvent le faire. Et le cessez-le-feu s'observe aussi, oui, le cessez-le-feu. Oui, on ne sent plus qu'ils veulent... c'est le fruit de quoi? D'abord, la pression de la population. Il faut dire que les M23, aujourd'hui, l'armée rwandaise occupée derrière les M23. À l'époque, les M23 étaient entrés à Goma. La population a vu que c'était vraiment les M23. Mais là, la population du Nord Kivu, la population de Goma est prête à mourir si jamais l'armée rwandaise prenait la ville de Goma. Donc il y a cette pression populaire de la population qui fait à ce que même eux là-bas, ils se posent la question de dire est-ce que si nous prenons, ça ne sera pas... On ne souhaite pas que ça arrive. Oui, hein? on ne souhaite pas. Mais ça, je peux vous rassurer, je suis un élu de cette population. Je vous dis, la population du Nord Kivu est prête à en découdre si l'armée rwandaise osait prendre la ville de Goma. Alors, on a bien compris, honorable, mais cette guerre a aussi engendré une crise... sans précédent. Je parle de la crise humanitaire. On signale, selon les sources... Évidemment, et c'est regrettable. Oui. La crise humanitaire n'est qu'un corollaire. Quelle est la situation? Parce que vous êtes sur le terrain. Écoutez, aujourd'hui, lorsqu'on en parle sur le plateau d'une télévision aussi prestigieuse comme Télé 50, on ne mesure pas la gravité et la profondeur de la souffrance de cette population qui est dans les camps. Vous imaginez, quelqu'un pouvait avoir des hectares à Rutshuru, mais suite à la guerre, il se retrouve dans 2 mètres carrés avec une bâche. Lui, sa femme, ses enfants et tous ses besoins se font là-bas. Vous pouvez vous mettre à la place de cette population qui vient de passer toute une année dans les camps de déplacés. C'est grave. Dans quelles conditions? Dans quelles conditions? Quand on en parle dans un plateau comme ça, on ne se rend pas compte. Il faut arriver sur le terrain. Il faut voir ces gens-là. Il faut voir les familles, leurs enfants, comment ils souffrent. C'est alors que vous vous rendrez compte que ceux qui ont créé cette guerre-là, l'armée rwandaise, vraiment, je pense qu'il faut qu'un jour la justice soit rendue au nom du peuple congolais contre tous les auteurs, les complices et les commanditaires, les exécutants de cette guerre qui vient de jeter plus de 3 millions de personnes à la belle étoile et des personnes qui souffrent énormément. Donc la crise humanitaire, c'est juste un corollaire de cette crise sécuritaire non voulue par la population congolaise, non voulue par la population du Nord Kivu. Mais aujourd'hui, la population du Nord Kivu se trouve être victime de cette agression barbare, une agression lâche de l'armée rwandaise contre la population congolaise. Alors, à vous entendre parler, on se rend compte à quel point c'est grave la situation que traverse la population du Nord Kivu.
victimes justement de cette guerre. Mais avez-vous l'impression que les autorités ont donné des réponses efficaces à cette problématique? Bon, je dois dire que la volonté du chef de l'État est là. Nous sentons la volonté. Et tout ce que nous apprécions d'abord, c'est cette volonté de pouvoir en finir avec cette guerre. Quant à la réponse sur le plan humanitaire, oui, il faut reconnaître que notre gouvernement, une guerre, lorsqu'elle arrive, elle occasionne un coût. Et ces coûts-là, il faut équiper d'abord sur le plan des opérations militaires. Il faut se rassurer que l'équipe d'opérations militaires est suffisamment outillée en termes de moyens, de logistique et autres. Mais d'autre part, il y a cette population qui se trouve maintenant à la Belle Étoile qu'il faut encadrer. Mais écoutez, sur le plan humanitaire, moi je ne peux pas dire aujourd'hui que je suis satisfait de la réponse humanitaire qui est accordée à ces paisibles. Il faut encore des efforts. À ces victimes de cette guerre-là. Il faut encore beaucoup d'efforts de la part de notre gouvernement, non seulement de notre gouvernement, mais il y a des partenaires internationaux qui doivent être activés pour venir au secours de cette population, aujourd'hui qui est victime d'une guerre non voulue, n'est-ce pas? C'est pourquoi je pense que renforcer, n'est-ce pas, cette volonté du gouvernement par des actions concrètes à l'endroit des personnes déplacées serait une très très bonne chose. Vous vous rendez compte par exemple qu'il y a des enfants qui sont venus de Rutshuru, qui sont venus de Massissi, qui se retrouvent dans des camps de déplacés. Mais aujourd'hui, nombreux d'entre eux ne vont pas rentrer à l'école. Ils ne vont pas rentrer à l'école. Vous imaginez, c'est une année, c'est 2 ans que cet enfant-là va perdre tout au long de sa vie. Il pouvait terminer peut-être les études cette année, mais à cause de la guerre, il ne sait pas le faire. C'est terrible. Hein? C'est terrible. La situation, elle est catastrophique sur tout le plan, que je pense que ça vaut la peine pour le gouvernement de poser davantage d'actes en faveur de cette population victime de la guerre du Rwanda et que nous décrions chaque jour. Alors personnellement, comment vous avez apprécié l'arrivée parce que face à cette situation, le président de la République a levé l'option de faire venir les forces de l'EAC. Comment personnellement vous avez accueilli cette nouvelle, l'arrivée des forces de l'EAC? Et bon, comment vous jugez aujourd'hui leur comportement sur le terrain? D'abord, par rapport à l'arrivée des forces de l'EAC, je ne veux pas me dédire. Je le dis maintes fois sur les ondes de la radio, je le dis aujourd'hui encore devant votre caméra. Personnellement, ça n'engage que moi, je n'ai jamais été d'accord avec l'arrivée des forces de l'EAC. Jamais. Pour plusieurs raisons. D'abord, le pays membre de l'EAC, nombreux sont ceux-là qui sont à la base de la guerre que nous suivons. Nous parlons du Rwanda. Oui, mais les services de renseignement dans l'EAC qui contrôlent. Nous connaissons l'implication du Rwanda dans cette question-là. Donc, on ne peut pas être jugé parti. On ne peut pas confier la responsabilité de restaurer la sécurité à ceux-là que moi je qualifie d'auteurs de l'insécurité chez nous. C'est comme si on venait garder le serpent dans sa maison. C'est effectivement ça. Ça, c'est garder le serpent dans sa maison. Je n'ai jamais été d'accord à cause de ça. De deux, je n'ai jamais été d'accord parce que de par la charte de l'EAC, je trouve un danger. Lorsque, par exemple, l'article 4 de la charte de l'EAC dit clairement que les pays membres de cette entité, de cette organisation sous-régionale, ont la capacité juridique de détenir des terres, de gérer des terres et de céder des terres, je trouve cela très dangereux. Ça touche à la souveraineté. Ça touche à la souveraineté, évidemment. Je trouve cela très dangereux pour notre pays, surtout dans ces contextes où nous avons beaucoup de groupes armés qui pullulent ça et là, et surtout que le Rwanda, je le cite, n'est-ce pas, je le cite, qui est cité comme le pays qui agresse la République démocratique du Congo, est parmi les membres de cette force. Donc pour ces raisons-là, je n'ai jamais été d'accord avec l'arrivée de l'EAC. Et je ne suis pas d'accord avec le renouvellement du mandat de l'EAC. Oui, allez-y. Je pense qu'à la place, nous pouvions recourir aux pays amis comme l'Angola. Nous pouvons recourir à la SADC, qui a démontré sa volonté d'aider la République démocratique du Congo dans une situation similaire. Je pense que le chef de l'État l'a compris. À un certain moment, il a fait une main tendue vers la SADC. Et je suis très heureux. Ça traîne encore. Hein, ça traîne, oui, c'est des procédures. C'est des procédures pour que les forces arrivent. Il y a beaucoup de préalables, figurez-vous, pour qu'une force internationale arrive sur le sol. Il y a beaucoup de méandres qu'il faut traverser. Mais au moins, j'ai apprécié la volonté du chef de l'État. En allant vers la SADC, pour moi, je me suis dit, le chef de l'État a compris que ça ne valait pas la peine de recourir à l'EAC. Parce que l'EAC, nous sommes là, ça fait autant de mois, aucun résultat. Alors, résultat zéro.
Aucun résultat. Par, C'est par- pourquoi par je là, n'ai jamais été par là, d'accord. vous insistez sur le fait qu'on devrait, en lieu et place de recourir aux forces étrangères, vous insistez aussi sur le fait qu'on doit renforcer nos propres forces Évidemment, en termes de moyens logistiques. c'est la première, Option. option. Oui. Je dois encore une fois ici féliciter les chefs de l'État, c'est parce que c'est pendant son règne que nous avons vu cette histoire qui à l'époque était perçue comme l'embargo sur les armes. En réalité, moi je n'ai pas perçu cela comme l'embargo, c'était juste une obligation de notification d'achat d'armes à des pays membres du Conseil de sécurité des Nations Unies. Cette obligation de notification a été levée. Aujourd'hui, nous pouvons acheter les armes partout où nous voulons, et cela devrait maintenant permettre à notre gouvernement, n'est-ce pas, d'équiper de la manière la plus efficace notre armée, de manière à lui remettre ses lettres de noblesse, comme à l'époque de Mobutu, à l'époque où les forces armées zaïroises faisaient peur à toute l'Afrique. Et aujourd'hui, je crois qu'il est possible que l'armée, les forces armées en arrivent encore à ce niveau-là. Voilà pourquoi je félicite encore le chef de l'État et je constate qu'il y a une volonté de le faire parce qu'il y a des recrutements répétitifs. Je voulais en profiter pour appeler la jeunesse du Nord Kivu de ne pas hésiter de s'enrôler dans l'armée. Donc la première option, c'est d'abord notre armée. Il faut la renforcer sur le plan du personnel. Ça veut dire qu'il faut former de nouveaux jeunes qui puissent être en mesure de combattre, des jeunes qui sont animés de l'esprit du patriotisme, des jeunes qui sont prêts à mourir pour le pays. Non seulement qu'il faut recruter, il faut équiper. Mais un autre problème, ce sont les gestionnaires maintenant. Il n'y a pas de mauvaises troupes, il n'y a que des mauvais chefs. Je crois que le chef de l'État doit faire également une sorte de remis-ménage autour de lui, n'est-ce pas, à ce qui concerne les responsables du commandement militaire. Parce que c'est là qu'il y a souvent un problème de trahison. Et ça, nous devons le signaler et les condamner parce que même parmi ceux qui avaient été envoyés au Nord Kivu, il y en a qui sont partis faire du commerce. Oui. Alors, Jean-Paul Lumbulumbu, on doit courir et terminer parce que le régime signale déjà, votre argumentaire est efficace. Mais je voudrais qu'on puisse dire aussi un mot sur ce qui s'est passé récemment. On ne peut pas ne pas le dire. À la suite d'une manifestation contre la MONUSCO, il y a eu des tueries des civils. Plusieurs personnes sont mortes. Le gouvernement n'a pas tardé à réagir. On a vu que des mesures ont été annoncées. Le gouverneur militaire du Nord Kivu a été rappelé. Oui. Est-ce que toutes ces mesures ont rencontré vos attentes? Monsieur le journaliste, je dois d'abord vous dire que quelle que soit la nature, quel que soit les statuts de ceux qui ont été tués, il est totalement inacceptable. Inacceptable pour des forces de sécurité, pour une force spéciale, la garde républicaine, qu'elle puisse se permettre de tirer sur des civils non armés. C'est inacceptable. Nous condamnons et nous continuerons à condamner. Nous avons dit plus jamais ça à Goma. La population du Nord Kivu, elle est déjà traumatisée par les armées étrangères, notamment l'armée rwandaise, qui veut occuper, qui tue chaque jour. Et si nos forces doivent venir enfoncer encore cette douleur de la population en tuant des civils non armés, cela est inacceptable, intolérable. Nous condamnons et nous pensons que les mesures qui ont été prises par le gouvernement, notamment l'arrestation de présumés commanditaires, ceux qui sont censés avoir donné l'ordre, je pense que c'est une mesure qui est rencontrée. Et le procès évolue bien Les procès évoluent très bien. Nous suivons de très très près ce procès-là. Mais également, il faut savoir qu'il y a eu beaucoup de blessés. Et bon nombre de ces blessés, nous venons de perdre l'un des garçons d'ailleurs qui est mort, Kelly qui est mort. Mais il y a nombre de blessés qui n'ont pas accès à des soins de qualité. Voilà pourquoi il y a l'un d'entre eux qui venait de mourir. Mais également, il y a ceux qui ont été arrêtés. Nous avons pensé que pour diminuer la tension dans la ville de Goma, il aurait été souhaitable. À moins que je ne me trompe, je crois que ça faisait partie des mesures annoncées par Tout à fait. le Il aurait été vice-premier en charge de souhaitable que toutes ces personnes qui ont été arrêtées puissent être relâchées. Et il y a moyen qu'on puisse leur accorder la liberté provisoire, parce qu'on peut venir comparaître tout en étant homme libre. Et ça, c'est une demande spéciale que je lance auprès du président de la République en tant qu'élu de la province du Nord Kivu. Je pense que ça permettrait de décrisper. Parce qu'il faut se dire vrai, à cause du carnage du 30 octobre 2023,
Le divorce est totalement consommé dans les rapports civilo-militaires. Il faut répartir de nouveau. Il faut reconstituer ces liens-là entre les civils et les militaires pour pouvoir gérer la ville de Goma. C'est l'une des raisons pour lesquelles moi je n'ai pas ma langue dans ma bouche pour dire la levée de l'état de siège me semble être une mesure qui permettrait à la population de croire encore une fois, n'est-ce pas, en son armée. Parce que vous savez, l'armée a été formée pour... Le chef de l'État devra se prononcer là-dessus. Il devra se oui. prononcer, oui. Et nous attendons sa décision. L'armée a été faite, c'est pour assurer la protection de l'intégrité du territoire national, la protection des personnes ainsi que de leurs biens. L'armée n'a pas été formée pour gérer sur le plan politique, sur le plan financier, sur le plan administratif. Et cette mesure-là, bien qu'elle ait été prise par le chef de l'État, lui-même connaît dans sa sagesse les raisons de cette mesure-là, mais est-il qu'au terme des évaluations successives qui ont été opérées, non seulement au niveau de la base par le Premier ministre, mais également, j'ai eu le privilège d'être membre du comité préparatoire de la table ronde qui devrait appeler, qui devrait statuer sur l'état de siège. Oui. Mais également, j'ai été participant à cette table ronde-là qui est il y a Kinshasa ici. Écoutez, la population, les représentants de la population ont été catégoriques. Ils ont supplié les chefs de l'État d'élever l'état de siège. Et je réitère encore ici, au nom de la population du Nord Kivu, que je représente en tant qu'élu, je réitère cette demande de la levée imminente de l'état de siège, parce que ça permettrait de décrisper la situation. Ça permettrait également à tous les acteurs politiques, vous savez, nous sommes dans une période préélectorale, de se mouvoir. Parce que là, les meetings politiques, les réunions politiques sont interdites dans le cadre de l'application de l'ordonnance sur l'état de siège. Alors ça étouffe les libertés publiques. Oui. Ça ne permet pas aux acteurs politiques de se mouvoir. Alors, honorable, on a terminé, mais vous êtes juriste. Je voudrais que vous puissiez dire un mot en une minute sur votre perception sur l'état de droit. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je pense que l'état de droit, d'abord, c'est une vision. Mais c'est une vision qu'il faut matérialiser par l'application et le respect des normes, au premier rang desquelles la Constitution de la République. Lorsque, par exemple, la Constitution de la République dit que la vie est sacrée, ça veut dire que le service de sécurité doivent protéger la vie. Lorsque, par exemple, la Constitution dit que chacun doit être jugé par un juge naturel, oui. Eh bien, écoutez, la Constitution, c'est la loi mère. Elle a été votée en plus par référendum. L'état des droits, une vision, mais cet état des droits peut être matérialisé par l'application de droits, notamment par le magistrat. Et je félicite encore une fois le chef de l'État sur cette question, parce qu'il y a des nouveaux magistrats qui viennent d'être nommés, tout comme il y en a qui ont voulu saboter cette perception du chef de l'État, qui viennent d'être révoqués. Et moi, j'encourage qu'ils soient de plus en plus révoqués lorsque des bévues sont commises. Parce que vous savez, la justice élève une nation. Donc, l'un des piliers fondamentaux d'une nation, c'est la justice. Et lorsque la justice ne marche pas, la nation est en décadence. Et moi, je ne voudrais pas que, pendant le règne du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, que cette nation soit critiquée de par le monde comme étant une nation qui n'applique pas l'état des droits et surtout dans les secteurs de la justice. Très bien dit. Voilà qui met fin à cette émission. Je rappelle que j'ai reçu sur ce plateau Jean-Paul Lumbu-Lumbu. Il est vice-président de l'Assemblée provinciale du Nord Kivu aussi, notable de cette province. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup également pour cet honneur. Merci également à vous de nous avoir suivis partout dans le monde. Restez fidèles au programme de votre chaîne Télé 50.